Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle des différentes façons de vivre de la photo, d'avoir une maman qui vous oriente vers les métiers d'art parce qu'elle y voit plus de sécurité professionnelle que dans la photo, de l'AFP des années 90 et d'y être stagiaire, de pluie, de femmes et de trains, d'un motard avec une sacrée dégaine, de profiter de ses déplacements professionnels pour faire des photos à la chambre, de photos de nu et de leurs éventuelles conséquences, d'être photographe et salarié, de textes dans les images, des manifs et de leurs dangers, d'argentique et de techniques photo à l'ancienne, mais surtout, on parle de ne pas gâcher de la péloche pendant un match de foot. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Vincent Licky. Bonjour Vincent. Bonjour Julien. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça fait un petit moment qu'on avait discuté de te faire venir, puis les occupations de l'un et de l'autre ont fait qu'on n'a pas pu se voir tout de suite. Mais ça fait un petit moment que j'ai envie de t'avoir dans le podcast, et donc je suis ravi de t'avoir en face de moi enfin, et de pouvoir te faire découvrir aux auditeurs, faire découvrir ton œil aux auditeurs. Je crois que tu as déjà écouté un ou deux épisodes. Tu dois connaître la première question, c'est l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, il y a Steve Jobs qui passe le bras, qui rentre avec toi dans l'ascenseur. Donc comment est-ce que tu te présentes si tu as très peu de temps pour expliquer qui tu es? Je me présente toujours comme photographe, ça c'est Ouais. clair. Après, j'essaye de montrer que je suis gentil. Mais T'es d'abord un être humain. Ouais, mais quelqu'un de réservé et qui travaille dans l'ombre. Même si j'aime bien discuter avec les gens, j'ai toujours une relation très difficile avec les supérieurs et avec l'ordre. D'accord. C'était une horreur alors. T'as du mal à te mettre en avant, tu dirais? Aussi. Ouais, je me dis ça parce qu'on a discuté un petit peu avant d'enregistrer. T'étais plus à l'aise, et depuis qu'il y a le micro, Oui, c'est plus compliqué. tu t'en dis, c'est un peu plus compliqué de savoir qu'on est enregistré. Tu te définis comme un être humain d'abord, un photographe ensuite, j'imagine, c'est de ce que tu m'as dit. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Ta spécialité aujourd'hui, moi je t'ai connu comme photographe sport, puisque tu es photographe attitré de Jogging International, il me semble. C'est ça, je suis photographe de sport. Photographe de sport. Mais dès qu'on commence à creuser un petit peu qui tu es, on se rend compte que tu n'es pas que photographe de sport. En fait, ça vient même d'avant. Ça vient de ma formation étudiante. Ouais. Je suis dessinateur en fait de formation. Donc avant d'apprendre la lumière, j'ai appris à poser de la lumière avec de la peinture. J'ai toujours voulu être photographe. Ça a été vers 17-18 ans. Sauf que j'ai des parents qui m'ont dit tu vas faire différemment. Et, donc école d'art. J'ai fait une école d'art, mais j'ai appris à poser la lumière grâce à cette école et ça me sert aujourd'hui énormément parce que beaucoup d'images ressemblent en fait à une peinture ou inversement. C'est amusant parce que tes parents t'ont dérouté de la photographie pour te faire de l'art. Ouais. C'est hyper original parce qu'en fait, pour moi, même si tu vois pas la photographie comme un métier, tu peux pas voir l'art comme un métier derrière. J'ai du mal à comprendre la logique dans ce sens-là. Alors la logique, c'est que ma mère était artiste, Ouais. qu'elle a vu que je savais dessiner et qu'il fallait en fait avoir d'autres cordes à son arc. Pour elle, la photographie représentait pas forcément un boulot, je pense, à la base. Ou je sais pas trop bien, je n'ai pas trop discuté de ça avec elle, mais je pense qu'il y a de ça. Et puis que si la photographie marchait pas, au moins je pourrais faire de la maquette, du dessin. En fait, elle t'a orienté vers quelque chose qu'elle connaissait, dont Voilà. elle-même elle vivait, quoi. C'est un peu ça, ouais. En fait, c'était sa version de la sécurité. Voilà. Parce que la plupart des gens qui disent mes parents voulaient pas que je fasse de la photo parce qu'ils estimaient que je pourrais pas en vivre, ils se sont fait orienter vers médecin, banquier et des boulots de bureau sérieux à la Défense avec une belle moquette grise. C'est rigolo justement qu'elle t'ait dérouté vers un autre truc artistique, et ça explique beaucoup de choses d'ailleurs ce que tu viens de dire sur ce que j'ai noté moi de tes images. Alors c'est pas vraiment dérouté parce que c'est plus pour me dire si tu n'arrives pas à vivre de la photo, tu pourras au moins faire autre chose dans l'art. Donc c'est pas non plus, c'est pas une vraie, c'est d'autres cordes à son arc. Elle a élargi tes horizons en fait. Voilà, Elle a élargi le système. ta vision de l'image, et à fait. du coup elle t'a rendu un grand service parce que ça se retrouve dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Je pense, oui. Ouais. Oui, à ce niveau-là, je pense. Après, ça me pose d'autres soucis photographiquement parlant, parce que comme n'ayant pas fait d'école, ça veut dire que j'ai tout appris par terre, quoi. Ouais, tu es très loin d'être le seul. Je suis très loin d'être là. Je pense qu'on est un peu 70 à 80% des photographes qui travaillent aujourd'hui
à pas forcément avoir fait une formation spécifique à la photographie. Mais j'aurais bien aimé. Ouais, mais Voilà. je pense qu'on en est tous là. On se dit tous qu'on aurait bien aimé trouver la photographie plus tôt dans notre vie, certainement. Mais c'est pas. Enfin, moi, j'ai arrêté personnellement de culpabiliser là-dessus parce que c'est pas une culpabilité, mais c'est juste, peut-être un petit constat, on va dire. D'accord. Voilà. Mais effectivement, faut pas culpabiliser là-dessus. Ouais. Donc, je l'ai dit en intro, tu es plus connu pour ta photographie de sport, mais dès qu'on commence à creuser un petit peu ton travail, on se rend compte qu'en fait, plus probablement. Alors, photoreporter, on a eu cette discussion avant sur le fait que j'ai eu cette discussion avec Éric Bouvet, justement, qui disait qu'on n'est pas obligé d'être catégorisé dans une case en tant que photographe et que, a priori, c'est aussi ta philosophie. C'est tout à fait. Ouais. J'aime pas du tout être catégorisé, même si en fait le sport me catégorise, mais ça m'empêche pas d'aller faire autre chose. D'accord, c'est ton gagne-pain, C'est mon gagne-pain. Ouais. mais c'est pas ta photographie, enfin c'est pas ce qui te définit. Non. En termes de sujets, alors quand on va sur ton site internet, je mettrai le lien dans les notes d'épisode, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses très différentes. Il y a de la vie, il y a de la street photographie, il y a du paysage, il y a les grèves, tu as fait des photos des grèves. Ça, c'est ma première. En fait, c'est parce que j'ai commencé par là. Le plus simple pour moi de faire de la photo, c'était d'aller sur toutes les grèves parisiennes, surtout à une époque où on nous foutait relativement la paix. Donc, il était facile d'aller faire 2-3 photos et puis d'apprendre. C'est quelle époque? Parce que du coup, alors il y en a qui sont très faciles à situer parce que Macron démission sur un mur, c'est relativement récent. Autant il y en a qui sont plus difficiles à situer dans le temps. Tu as commencé à quelle période ça? Ça nous permettra de dater 89. Aussi depuis quand tu bosses. 89, je pense, la plus vieille sur mon site. D'accord. Tu travailles depuis Alors, je suis professionnel depuis fin 96, on va dire. Avec les stages précédents? Non, je suis vraiment professionnel où je vis de la photo depuis 96. Je suis stagiaire photo à l'agence France Presse en 92. Donc, ma première photo vendue date de cette époque-là. D'accord. Voilà. Donc, tu as débuté dans l'âge d'or, un des âges d'or, parce que je pense qu'il y en a eu 2 ou 3, mais c'est probablement l'une des dernières belles décennies de la photo de presse. Ouais, je suis arrivé à l'AFP en fait pendant la guerre de Yougoslavie et les JO, et j'ai développé les photos des gars là-bas. Enfin, je participais au développement des photos parce que j'étais stagiaire et après on m'a envoyé, on m'a laissé partir sur des reportages avec toujours un photographe en support j'ai dû faire 2 reportages tout seul. Ça t'a formé de développer leurs images? Oui. On développait quand même les grands noms de la photographie de l'AFP. La Yougoslavie, c'était pas comme une partie de rigolade. Ouais. Le sport, j'ai fait, si je me trompe pas, c'est Barcelone. Pareil, donc à une époque où tout le monde était encore en argentique, donc l'autofocus existait, mais pas comme aujourd'hui. On voyait vraiment que il fallait travailler sa photo, quoi. Il fallait travailler son déclenchement, il fallait anticiper, alors qu'aujourd'hui l'anticipation elle est plus sur l'appareil en tout cas. Il n'y avait pas de mode rafale à l'époque, en tout cas c'est plus compliqué. Si, il y en avait, mais tu avais 36 poses. Voilà, il y a ça, ouais. Et puis il fallait pas revenir avec 15 films. Donc je me souviens que la première fois je devais avoir fait un match de foot, alors pas pour l'AFP, mais il m'avait laissé développer mes photos, puisque j'étais stagiaire chez eux. Il m'a dit 10 films pour un match de foot. Il m'a dit le prochain, tu le feras avec 3 films. Et aujourd'hui, il t'engueule si tu n'as pas 7500 photos en 1 heure de match. C'est ça, ouais. Par exemple, j'ai pas fait de foot depuis 99. Donc, D'accord. Non, mais je veux dire, c'est assez amusant de voir l'évolution par rapport à il n'y a pas si longtemps. Enfin, on parle de 25 ans. Il y a 25 ans, il fallait faire attention au nombre de photos que tu faisais. Aujourd'hui, on t'encourage presque à en faire un nombre infini, quoi. Oui, alors moi je sais qu'aujourd'hui, essayer de rentrer avec le moins de photos possible, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Hein. Ouais. Je pense aussi, quand tu travailles en tout cas et que tu dois rendre un résultat rapidement, c'est plus simple de faire le boulot sur place en réfléchissant que de faire le tri après en espérant avoir un coup de bol en fait. C'est une vision des choses. Je suis pas forcément... En fait, j'ai gardé le côté argentique. Comme j'ai connu l'argentique et j'ai travaillé en argentique, en fait, il m'arrive souvent de ne pas regarder ce que je fais. Donc je rentre ou que le moment m'a fatigué. Je dis allez, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai pas regardé. J'ai vaguement vu que j'étais bien exposé. Et je vais rentrer puis je vais attendre de voir si c'est bien ou pas. T'es relax quoi en fait. Oui et non. C'est-à-dire que je suis relax à partir du moment où je sais que dans mon sujet, j'ai déjà rentré une grosse partie de ce que je devais faire. T'es confiant alors, plus que relax. Ouais.
peut dire ça. Plus ça. Donc ton site web a des sujets pas mal variés. Par contre, ton Instagram est vachement plus focalisé justement. Alors mon Instagram était en fait le support pro, on va dire, de mon Facebook. En fait, c'est là où je mets tous mes derniers reportages. Donc effectivement, c'est focalisé sur mon job. Le but, c'est de promouvoir ton travail plus que ton site internet. Je n'ai pas grand-chose à promouvoir. Je suis salarié journaliste, donc j'ai pas grand-chose à promouvoir, mais c'est pour montrer un petit peu ce que je fais et puis pas partir dans l'oubli des autres en fait. Je pense qu'il faut avoir un Instagram. Le jour où je dois redevenir indépendant, il est existant, il est là. Oui, tu as préparé le terrain en fait, Voilà. si jamais ça doit se présenter. Il y a un aspect de ton site et de ton Instagram justement qui est un petit peu à part et qui est plus séparé que le reste, c'est que tu fais de la photo de nu. Ouais. Et du coup, alors au départ, apparemment, ça a commencé sur ton Instagram, tu les as séparés plus nettement il y a quelques temps. Pourquoi ? Je les ai séparés en fait au moment d'un rachat par un autre groupe de presse, ne sachant pas en fait quelle était la façon de fonctionner de ce nouveau groupe, s'ils allaient être d'accord ou pas, ou s'ils allaient s'en foutre royalement. J'ai préféré prendre les devants et j'ai séparé. Ça faisait un moment que je me posais la question. En fait, et j'en ai discuté avec mon frère, qui est directeur artistique, et il m'a dit sépare tes activités. Ouais. Tu peux pas tout montrer, il faut séparer. Donc de ce jour-là, j'ai séparé, j'ai appelé ma partie nue Friday Nude pour pouvoir en fait poser une photo tous les vendredis, mais enfin bon, c'est pas vraiment le cas, même si j'essaye de le faire tous les vendredis. C'est plus souvent ou c'est moins souvent ? Plus souvent. Alors c'est bon, alors ça va, ça veut dire que ça tourne. Voilà, donc en gros, c'est ça l'idée de... Et puis je voulais pas non plus que ça porte défaut en fait aux photographies de sport. Oui, tu voulais pas que ça attire l'attention sur autre chose en fait. L'attention me dérange pas. Le gros problème de la photographie nue, c'est en fait la limite entre la vulgarité et la non-vulgarité. Et le passage est très très simple. Donc il y a toujours un moment ou un autre où quelqu'un va soulever un problème qu'on n'a pas forcément vu. Et ça peut partir en pugilat derrière, vu que c'est Internet. Donc j'ai préféré éviter ce genre de problème. J'en ai jamais eu. Hein, t'as compartimenté. Ces deux parties. T'anticipes vachement, non ? Enfin, dans la discussion qu'on vient d'avoir, en fait, j'ai l'impression que tu fais le travail avant d'avoir besoin de faire le travail. C'est-à-dire que tu as deux philosophies. Tu as je fais, puis je me débrouillerai après avec ce que j'ai. Et il y a les gens qui réfléchissent, il n'y en a pas tant que ça, qui réfléchissent avant d'avoir un problème et qui le règlent à l'avance, en fait. J'ai l'impression que tu es plus dans cette deuxième catégorie-là. Ah, peut-être l'âge, alors. Mais j'ai beaucoup fait et galéré après. D'accord, donc t'as payé pour apprendre ? Et j'ai payé pour apprendre. C'est beaucoup plus clair comme ça. Parce que non, mais enfin, tu vois, je trouve que c'est exacerbé d'ailleurs dans la photographie, ce côté... tu sais quoi, j'ai un appareil numérique, j'ai une carte mémoire de 128 Go, je vais faire 4000 photos, sur 4000 photos j'en sortirai bien 100 et puis je me débrouille après avec, et il y a quelques personnes qui disent j'ai une carte mémoire, je vais faire sur toute une journée 300 photos, et sur les 300 photos, il faut que j'en ai 100 qui soient correctes. Et en fait, c'est deux philosophies différentes, ça ne veut pas dire que tu auras un mauvais résultat dans un cas et un bon résultat dans l'autre, mais c'est des philosophies assez opposées, et tu te rends compte que c'est tout l'un ou tout l'autre en fait, pour la plupart des gens. Ouais, moi j'essaie d'être efficace en fait et de pas me fatiguer, enfin d'être le moins fatigué possible. C'est des boulots qui sont quand même très fatigants. Eric le disait quand il monte sa chambre. Alors je vais pas parler de sa partie guerre, mais quand il monte sa chambre 13-18 en haut du Mont Blanc ou je ne sais où, mine de rien, il faut la monter. Ouais. Et nous, on est dans le même système. Il faut grimper, donc il faut s'économiser. Il faut gérer son effort. Gérer son effort. À 20 ans, on s'en fout un peu. Ouais. À 50, c'est plus compliqué. Et puis, il y a l'apéro et il faut pas oublier l'apéro. Ouais, c'est surtout que l'apéro commence à peser au bout de quelques années. On va attaquer la partie philosophie photo. Si je te demande qui sont tes influences, est-ce que tu as des photographes, des livres et des photos qui t'ont inspiré particulièrement ? J'ai plein de photographes, mais pas... Et puis, en fait, à chaque fois que j'ouvre un livre photo, il m'inspire, à la limite. Tu trouves l'inspiration partout, il n'y a pas quelque chose qui ressort, en tout cas c'est pas conscient. Si, il y a quelque chose de conscient, c'est que j'ai toujours aimé les auteurs justement de l'époque Cartier-Bresson et Jean Loussief, on va dire, mais c'est tous.
C'est pas un en particulier. Après, l'inspiration, elle vient. Je peux ouvrir un bouquin à la Fnac et me dire, mais qui c'est lui ? Et il va m'inspirer, quoi. D'accord. Et ça t'arrive d'ouvrir un livre et de pas être inspiré du tout ou pas ? Ou tu trouves toujours quelque chose à récupérer ? Ah, il y a peut-être des gars où il se passe rien, ouais. Ouais. Mais c'est assez rare. T'arrives toujours à trouver quelque chose qui attire ton œil finalement, à peu près. Souvent. Après, ça va pas forcément me plaire, mais je vais me dire, tiens, là, lui, il a fait ce truc-là, c'est pas con, ce système-là. Peut-être qu'il faut aller fouiller ce truc-là, voir comment il l'a fait, réfléchir techniquement ce qui l'a amené là, et puis s'en servir. C'est avoir l'esprit ouvert, en fait, quelque part. Peut-être bien, ouais. Souvent, les gens qui ont des spécialités très variées ont tendance à garder l'esprit très ouvert sur d'autres choses qui les concernent pas. Et moi qui ai longtemps été très focalisé uniquement sur le reportage, tu me mets du portrait, je regardais ça avec des grands yeux, sans comprendre forcément l'intérêt. Et maintenant que je commence à m'intéresser à ces spécialités-là, justement, je commence à comprendre ce qui peut... Il y a de ça, et puis il y a le fait que je bosse pour la presse spécialisée où en fait on demande tout et rien pour le moins cher possible. Donc il y a un moment où tout sert en fait. Tu absorbes et tu ressors quand on a besoin en fait. J'essaye, ouais. C'est toujours préparé à l'avance. J'essaye de plus préparer, ouais. Ouais. C'est depuis ça a une dizaine d'années, ouais. De plus préparer, et en tout cas c'est surtout en fait de prévoir ce qui pourrait pas être prévisible, de manière à pas être enquiquiné en fait. C'est une énorme qualité ça, être capable de faire ça de manière constante, parce que tu peux le faire très facilement par petites périodes, mais être capable de tenir le choc. Le truc, c'est que tous les reportages, alors, ils sont, bon, même s'ils se ressemblent, il y a plein de choses de différents, et c'est jamais le problème ne vient jamais du même endroit. Ouais. Donc moins il y en a, et mieux on se porte. On gère les problèmes à l'avance, encore une fois. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? C'est quoi qui fait que tu appuies sur le bouton ? Une ambiance. Une ambiance ? Ouais, une ambiance. Elle est dure pour quelqu'un qui fait beaucoup de choses différentes, en fait, cette question, je pense. Mais souvent, c'est une ambiance. Ouais. Alors après, on va retirer tout ce qui est vraiment professionnel, où il y a une demande particulière, en fait. Mais dès qu'on sort du cadre en se disant, tiens, celle-là, je vais la faire, c'est plutôt une ambiance, une lumière, ou pas de lumière. Ton œil, ouais. Ou pas de lumière. C'est-à-dire une peinture, peut-être. Alors, c'est une très bonne transition pour la question suivante, parce que, et tu vois, tu disais tout à l'heure que tu as appris par le dessin, créer une image. Moi, ce qui m'a marqué la première fois que j'ai vu tes images, c'est à quel point tu gères bien le contraste entre les éléments de l'image, à quel point tes images sont extrêmement lisibles très vite. Alors, la lisibilité, je pense que ça doit faire partie de la photo. C'est un des trucs que j'aime pas chez les photographes, c'est quand je comprends pas l'image. Ouais. Je pars du principe, mais ça c'est le mien, c'est mon avis. J'aime les photos qu'on comprend. Après, quand on commence à chercher dans l'image ce qui se passe, alors pour moi c'est délicat parce que on n'est plus dans le reportage, on rentre dans la vraie image d'art. Ouais. C'est un autre style, mais c'est pas le mien. Mais il peut y avoir des niveaux de lecture aussi, c'est-à-dire que tu peux comprendre le premier niveau de lecture juste pour que ton œil soit accroché et que derrière tu découvres d'autres choses. Tout à fait, mais c'est un niveau de lecture. Mais il faut que ce premier niveau de lecture... Il faut qu'il y en ait un. Il y a des moments sur certaines photographies, je peux rester comme ça et me dire, mais qu'est-ce qu'il dit le monsieur, qu'est-ce qu'il veut faire passer? Oui, parce qu'il n'y a rien qui se détache en fait. C'est ça la qualité d'une image, c'est de pouvoir identifier au premier coup d'œil. Moi je pense que oui, ouais. Un 30-40 au mur, il faut le lire. T'arrives devant, tu fais c'est clair, c'est net, c'est limpide. Non, ça me plaît pas, mais après il y a une histoire qui sort de l'image, oui, voilà. Après il se passe rien, ça me gêne. Alors, le contraste n'étant pas que visuel, forcément, ça peut aussi être dans l'action. Oui, le contraste, oui, dans l'action, on peut donner les mêmes... De toute façon, il me faut une lisibilité. Ça fait partie de ma manière de travailler. Je travaille d'abord le fond, de toute façon, de l'image. D'accord. Parce que je veux savoir ce qui se passe dedans. À chaque fois que j'ai une image où je me rends compte qu'elle pourrait être vraiment belle, c'est parce que dans le fond, il s'est passé quelque chose qui faisait ressortir mon sujet, ou à l'inverse, il a fallu que je retravaille le fond parce que j'ai laissé une poubelle, j'ai laissé rentrer dans le champ quelque chose qu'il fallait pas. Donc tu commences par préparer ton cadre et tu laisses ton sujet rentrer dedans ? Souvent, ouais. Sauf quand c'est trop vite, quand l'action sportive, par exemple, va trop vite.
Oui, où là, Mais, c'est de la réaction et du mouvement, finalement, voilà. plus que C'est de positionnement. l'instantané. Mais si j'ai le choix de pouvoir me positionner, je vais faire le tour du propriétaire et puis me dire, bah là, si je peux me poser là, je vais le faire. Et je vais faire mon image là et je vais espérer que le sujet va rentrer à tel endroit. Ce qui n'arrive pas forcément toujours. Hein, mais Ça, c'est un grand classique, mais effectivement, tu as tendance à attendre. Ça se retrouve vachement dans... Alors, tu l'as pas appelé street photographie, je crois que tu l'as appelé live, cette partie de ton site internet, où effectivement, on va retrouver un cadre très bien posé, avec une lumière vraiment maîtrisée, cadrée, contrôlée, et tu vas attendre que le sujet se positionne exactement au bon endroit. Et il y a une séparation toujours des sujets qui est énorme, quoi. et il y a de tout en fait là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où je vais attendre 20 minutes, 1 heure que le sujet rentre. Ouais. Et puis il y en a où en fait la première notamment de la petite dame là, qui sort avec son parapluie, où en fait je sors du bus et je vois débouler 3 bonnes femmes pareilles avec leurs trucs. Je me dis mais là il se passe quelque chose. Et mes boîtiers n'étaient pas prêts et elle arrive toute seule. Et j'ai déclenché avec un des boîtiers qui était là, qui était ouvert. Et donc il y a un peu de tout, c'est-à-dire que je vais attendre, mais je savais qu'il se passait quelque chose à cet endroit-là. Mais tu t'es dépêché, tu les as repérés un Je peu l'ai à vu dans le l'avance, tu bus. t'es dépêché d'aller te positionner en espérant Ah oui, qu'elles j'ai allaient se trop, mettre au bon endroit, quoi. Voilà. Ouais, là c'était vraiment photo faite à l'arrache. J'ai même pas, le boîtier était même pas réglé. J'ai appuyé, j'ai fait 3 photos et C'est pas vilain pour une photo faite à l'arrache. elle marche bien, celle-là je l'aime bien. Elle me repose en plus. Je l'ai au-dessus de mon salon. Elle me repose. fonctionne très très bien et justement c'est aussi sur ça je pense que je me suis beaucoup, je crois que c'est une des premières qu'on voit sur ton site et c'est une des premières que j'ai vues et justement c'est certainement celle-là qui m'a le plus sauté aux yeux dans le sens où justement l'action est extrêmement claire, le sujet ressort extrêmement bien par rapport au fond et en même temps l'image elle est très très fournie, il y a beaucoup d'éléments dans cette image mais elle est pile au bon endroit en fait où il faut qu'elle soit pour être totalement découpée, qu'on comprenne ce qui se passe, qui sait pourquoi elle est là et comment elle fait fonctionner l'image en fait. Et puis c'est amusant parce qu'en fait, elle regroupe en fait les parties que j'aime dans la photo. Ouais. La pluie ou le brouillard, les femmes et le train. Il y a les rails au sol. Les 3, oui, j'avais vu, je l'ai pas mentionné non plus, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est les trois choses qui ont l'air de t'inspirer plus particulièrement. Ouais, un jour, je me suis plongé dans mes archives et puis j'ai fait le tour de toutes les images qui me plaisaient. Puis il y a 4 sujets qui sont ressortis, quoi. On va y revenir un petit peu plus tard parce que c'est une question justement que je pose un petit peu plus loin. Il y a une autre chose qui m'a sauté aux yeux, ça t'a surpris quand je t'en ai parlé en préparant l'interview, c'est qu'il y a pas mal de grands angles dans tes images de sport, ce qui n'est pas, à mon sens, je ne suis pas un spécialiste, mais à mon sens, ce n'est pas le choix évident du photographe de sport de travailler au grand angle, en tout cas pas dans la course à pied. Et pourtant, on les a comptés ensemble, il y en a sur ton portfolio une petite dizaine qui sont faites au grand angle et qui, moi, m'ont vachement... que j'ai trouvé très puissantes, en fait. Alors, effectivement, le grand angle, c'est pas un outil que j'utilise facilement. Parce que, en fait, je viens des sports de glisse et tout le monde utilisait le fisheye et ça me gonflait de bosser au fisheye. Donc, t'avais pas envie de faire comme tout le monde. J'ai jamais eu envie de faire comme tout le monde, donc c'est pour ça que ça me pose des problèmes. Et puis, c'est compliqué en photo, puisque de toute façon, tout a déjà été fait. Mais voilà, et donc quand je le sors, généralement, j'ai une idée derrière la tête, souvent. Parce qu'il me faut un grand angle et effectivement le grand angle il a une pour la course à pied en tout cas il a une fonction primordiale, c'est de souligner toutes les lignes et d'accentuer les mouvements. Donc quand les modèles ont des foulées absolument incroyables, et la photographie essuie derrière très souvent. Ce qui est marrant, c'est de se rendre compte que, alors c'est pas l'essentiel de ta production, mais ça pèse quand même un minimum, on s'en rend compte, mais finalement tu en fais très peu au grand angle par rapport aux autres focales. Quand je dis très peu, c'est vraiment très peu. Ouais. Non, mais justement, il y en a beaucoup qui passent la sélection finalement. Quand même, ouais, parce qu'en fait, ça provient des images d'illustration. C'est-à-dire que c'est des images où j'ai du temps pour travailler. D'accord. Et en fait, je vais sortir le grand angle très souvent pour quand j'ai du temps. Alors, j'ai mon boîtier avec le grand angle sur les événements, les marathons, les courses de montagne, mais je vais plutôt utiliser le 35 que d'utiliser le très grand angle. Alors que sur une prise de vue où je peux discuter avec le modèle,
quel que soit son sport d'ailleurs, je vais sortir le grand angle et travailler au 16 ou au 14, je sais plus ce que c'est. Donc, quand tu bosses au grand angle, en fait, c'est extrêmement intentionnel. C'est beaucoup plus intentionnel. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de photos qui en ressortent finalement sur la proportion. Je pense que la course à pied se prête énormément au grand angle. Contrairement à d'autres sports où le grand angle n'est pas forcément le premier objectif qu'on utiliserait. Mais il y a de très belles photos à faire avec le télé. Mais c'est vrai que quand tu mets un grand angle, de toute façon, comme il y en a peu, ça va forcément sauter plus aux yeux que quand... Oui, ça peut être une signature visuelle, ça peut être un choix aussi... Mais j'aurais fait l'inverse, j'aurais mis que des photos grand angle et 10 photos au télé et ça serait l'inverse qui serait sorti. Donc, non, mais moi je les trouve plus fortes en fait. C'est juste que c'est pas si courant. Alors après, encore une fois, je suis pas un spécialiste de la photo sportive, mais j'ai pas l'impression que ce soit si courant de faire ce type de photo au grand angle. Et du coup, en fait, quand c'est différent, on le voit tout de suite. Oui, effectivement. Mais là, c'est effectivement parce que ce sont des sessions qu'on crée avec des modèles, donc on peut être très proche d'eux. En fait. Tu peux tenter des choses aussi. On peut tenter des choses, on a le temps. Donc effectivement, oui. Je sors le grand angle quasiment que dans ces moments-là. Faire des choix pas évidents, c'est aussi une qualité. Je ne sais pas si tu connais un photographe qui s'appelle Daniel Milnor. Pas du tout. Je crois que c'est lui, c'est un photographe américain qui travaille pour Blurb aujourd'hui, qui fait pas mal de vidéos sur YouTube. Je crois que c'est lui, il me semble, qui un jour a été faire des photos, a été faire un safari, et donc tout le monde part dans un safari avec son téléobjectif, son appareil photo, son machin. Et lui, en fait, il a vu tout le monde avec les téléobjectifs et il a dit, ça me fait chier, je vais faire tout au grand angle. Il me semble avoir vu des photos au grand angle d'animaux comme ça dangereux. J'aurais pas pris ce risque-là, moi, mais bon. Non, mais c'est pour dire que c'est une approche totalement différente et que finalement, c'est peut-être aussi ce qui fait ton œil. C'est d'aller à contre-courant. Alors, ça ne garantit pas une réussite, mais ça garantit une différence. Ouais, ou un plaisir aussi sur le moment. Moi, il y a un moment où, quand j'ai vu le mur, j'ai dit de toute façon, cette image-là, je l'ai faite au télé et elle est jolie, mais en fait, ça veut rien dire. Et par contre, au grand angle, tout de suite, on voit que la foulée et Bogogonal s'y plie. Donc il y a un moment où il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment choisir l'optique pour le bon moment, quoi. Pour aller dans ce sens-là, je me pousse certaines fois à utiliser qu'une seule optique. C'est-à-dire que je vais aller sur une séance avec une optique. Et tu te mets une contrainte qui te force à être hyper créatif. Est-ce que c'est créatif ou pas, je ne sais pas, mais quand tu n'as pas le choix, tu as intérêt à trouver une solution, quoi, quand tu n'as que ça. Ouais. C'est certainement la plus grande leçon que j'ai prise, c'est le jour où j'ai arrêté d'emmener 4, 5, 6, 7 optiques différentes sur des jobs, et où j'en ai pris 2, un 23, un 56 en Fuji, donc un équivalent 35 et 85. Et c'est là, je trouve, que tu te révèles réellement, parce que tu dois trouver des solutions. Quand tu n'as pas un équivalent 24 mm et que tu as besoin de faire une photo de groupe et que tu n'as pas de recul, comment tu fais ? Tu vois, c'est con, mais ça fait partie de ces choses où t'as pas le choix, tu dois trouver une solution, ça doit fonctionner, c'est pas une option de se planter. Et comment tu fais ? Même arriver de suivre un marathon avec un 35 mm non autofocus. Ouais. Voilà, bon, c'est des petits trucs rigolos comme ça. Ça permet de travailler différemment, d'apprendre, de voir d'autres choses. Parce que, par exemple, 15 fois le marathon de Paris dans ta vie, à un moment, il faut changer. Voilà, quoi. C'est juste. Ça te permet de pas t'ennuyer ? Ça permet de pas s'ennuyer. Ça permet de voir, effectivement, d'avoir un œil tout le temps au travail. Ouais. Je le fais pareil en manifestation, c'est-à-dire que j'y vais qu'avec un seul appareil et une voire deux optiques, mais pas de flash, rien du tout. D'accord, et tu t'adaptes en fait à ce que tu as sous la main, quoi. Je m'adapte à ce que j'ai sous la main, mais bon, il y a une facilité, c'est que de toute façon les photos de manifestation, je les vends pas. Ouais. Pour commencer. Oui, donc tu fais ce que tu veux, quoi qu'il arrive. Ouais. Je peux même partir si ça m'ennuie. Là-dessus, il faut relativiser. Mais ça m'est arrivé de le faire sur des boulots où je gagne ma vie et ça fonctionne très bien. Donc tu finis toujours par trouver une solution. Il faut en trouver une autre façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est exactement ça. Puisque tu parles des manifestations, je me suis noté que tu photographies un petit peu, j'ai l'impression, tout ce qui se présente à toi en fait. Je pense que tu te promènes certainement avec un appareil photo en permanence et que tu photographies ta vie finalement. Est-ce que le point commun entre toutes tes images, même s'il y a des choses, c'est du travail, il y en a, ça l'est pas, le point commun, est-ce que ce serait pas toi en fait? C'est ce que voit mon œil, oui. Ouais. Oui, j'ai toujours un appareil, ça c'est évident, à part 2-3 fois comme ci, comme ça, mais j'ai toujours un boîtier qui est prêt à déclencher, ou pas loin en tout cas. D'accord. Tu l'as autour du cou, Non, jamais. Jamais autour du cou? À la main?
Non plus, dans un sac généralement maintenant. Alors avant, il était en bandoulière, Ouais. mais maintenant, il est au fond d'un sac et Et t'arrives à t'astreindre à faire des photos quand même? ça dépend ça dépend des périodes. Je travaille par période. Il va y avoir des périodes où ce boîtier va faire énormément de photos, et puis d'autres où il fera absolument rien. C'est en fonction de ton humeur. Des fois, t'es plus inspiré, ouais. Il y a un peu de ça. Puis après, il y a la photo appelant la photo. T'en fais une belle, tu dis, ah putain, je vais recommencer. Et puis je recommence, et puis je recommence. T'es sur une lancée, en fait. Voilà, oui, des espèces de petites périodes, quoi. Parce que c'est marrant, en fait, de voir. En gros, moi, j'ai vu, en regardant ton site, j'ai vu des déplacements, du travail, des événements plus perso, des choses comme ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que tu sors de chez toi le matin avec un appareil à la main pour faire, voyons ce que la journée va nous offrir, tu vois. C'est un petit peu ça. C'est ça, il y a de ça. Et puis je me sers en fait, comme je voyage beaucoup professionnellement, je me sers de ces voyages pour montrer ce que je vois, enfin, faire les photos qui me plaisent aussi. C'est-à-dire que je fais pas que les photos en fait où je bouffe, mais je fais aussi ce qui me plaît. Et comme je touche un peu à tout, bah finalement, voilà, j'appuie quand j'en ai envie. Là, pour une anecdote, je vais pas mal bouger en voiture pour aller faire des voitures de collection. Bah, j'emmène une chambre. Là, je vais emmener une chambre dans le coffre de la voiture, parce que comme je vais me déplacer 2 nuits, 2 jours, et je suis sûr que je vais croiser des paysages ou des trucs à faire, ou pas d'ailleurs, mais il y aura une chambre dans la voiture. Oui, mais c'est marrant parce que finalement, j'allais dire que un thème, c'est toi ou c'est le voyage. C'est même pas le voyage, c'est le déplacement. Oui, non. J'ai pas de... Oui, il n'y a pas de... En fait, c'est le mouvement, en fait. C'est le mouvement, c'est l'endroit où je passe. J'ai pas de... De toute façon, je sais jamais où je vais, donc, ou très rarement... Non, mais c'est vrai que je m'étais dit le voyage, mais c'est plus le mouvement que le voyage. C'est le fait de bouger, c'est le fait de te déplacer. Disons que et puis je vais profiter de l'endroit où je me trouve pour essayer de trouver autre chose. Je me souviens d'un déplacement à Taïwan où en fait on avait un guide de l'État, et qui voulait pas qu'on bouge. Je me tirais la nuit pour aller faire des photos et des restaurants, des boui-boui, des machins, et ça marchait très bien. Je me faisais régulièrement engueuler, mais bon, là c'est pas très grave. Oui, c'est pas comme si c'était les talibans qui t'interdisaient de bouger, voilà, que tu allais photographier une salle de sport comme un certain Eric Bouvet. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et ça a rien de... Enfin, je mettais pas ma vie en jeu. Par contre, je me mettais cette espèce de police politique qu'il y a autour de certains pays un peu à dos maintenant. Bon. Oui, ça portait pas grave conséquence. Tu n'allais pas photographier les secrets d'État non plus, mais c'est vrai que ça te permet d'aller chercher des choses un petit peu différentes, encore une fois. Voilà, en fait, de photographier ce que voit mon œil. C'est marrant parce que c'est de la même manière que de partir avec un seul objectif qui n'est pas celui qui serait évident, c'est de se mettre une contrainte, c'est d'aller à contre-courant de ce qu'on veut bien te montrer finalement. Tu te crées une nouvelle contrainte. Oui, de toute façon, il faut toujours. Il y a des contraintes dans tous ces types de photos, donc mais après, il faut jongler avec, faut naviguer avec, c'est rigolo. Et puis c'est pareil, là-dessus, sur ces images-là, j'ai pas d'objectif de résultat. Donc sans résultat, on fait ce qu'on veut. Sans pression. Sans pression, ça enlève la pression aussi. Ouais. Finalement. Ça te permet de relâcher la pression, parce qu'il y a quand même pas mal de... Le gros problème de la photographie, et Eric, pareil, dira certainement la même chose, c'est qu'on ne peut pas la recommencer, l'image. Quel que soit le milieu photographique dans lequel on travaille, si on a raté la photo, pour la recommencer, faut s'accrocher dur. Accroche-toi. T'es pas dans un studio, tu contrôles absolument tout, et même dans un studio, tu peux pas recréer un moment forcément facilement non plus, quoi. Donc il faut, y a une partie de pression qu'il faut retirer. Donc sortir comme ça, puis ça permet de voir ces pays, de voir des choses que tu verrais pas. D'explorer. Ça me plaît bien. C'est une belle expérience à vivre. Un autre point que j'ai noté sur tes photos, alors c'est plus sur les photos des manifestations. Alors ça n'est que ma façon de faire. Je précise que je n'ai pas forcément la bonne façon unique de faire les choses. Moi, j'ai tendance à éviter autant que possible dans mes images le texte. Et toi, dans ces photos-là, justement, t'en joues énormément. Et j'aurais bien aimé que tu nous en parles un petit peu. Parce que je trouve que le texte attire énormément le regard dans une image, justement, et peut la manger complètement. Et du coup, d'habitude, j'évite autant que possible d'avoir du texte qui va attirer l'œil dans une image. Toi, tu vas le chercher.
Oui, je vais chercher le. En fait, c'est presque avoir la légende dans la photo, quoi. Ouais. Il y a des choses qui m'amusent. Il y a des moments où je fais pas attention, où je fais même pas exprès. Il y a une photo où je crois que j'ai des gars qui dansent face au CRS et puis il y a des. Ils sont juste en dessous d'un cinéma. Et il y a écrit, je sais plus quoi, la guerre et en fait, j'ai pas fait exprès. Et c'est qu'en regardant mes photos, que j'ai dit, mais t'as fait l'image qu'il fallait, quoi. Au hasard. Elle est au hasard, quoi. Alors j'avais le cinéma, en fait, me faisait bien rigoler. J'avais vu qu'il y avait les Aristochats ou je sais plus quoi, ça me faisait bien rigoler. Dire, tiens, un CRS avec un Aristochat au-dessus de la tête, voilà, mais j'avais pas fait gaffe à l'autre. Et elle rentre comme ça. Par contre, après, pour les Macron d'émission, avec la bonne femme en vison qui passe au-dessus du i, c'est vraiment volontaire. D'accord, ouais, là, tu as été la chercher, celle-là. Mais celle-là. Celle-là, je la trouve plus logique dans le sens où c'est un texte court, mais des fois, tu as des textes relativement longs. Tu as des pancartes avec pas des romans, mais des petits pavés, quoi, quand même. Il y a quand même des choses à lire. Et je suis toujours surpris, en fait, qu'on insère des choses comme ça. Moi, j'aime bien, je sais pas, ça me permet de bien situer mon image. Enfin, en tout cas, je trouve que dans une manifestation, en tout cas, ça situe bien l'image. Après, j'essaye toujours de trouver... C'est vrai que je me sers beaucoup du texte, de la lecture, de trouver les mots, en fait, qui vont aller relativement bien avec mon image. Oui, c'est pas un hasard où tu photographies un texte et puis il se passe quelque chose autour. Encore une fois, tu construis ton image par rapport à ce qu'il y a dedans. En tout cas, j'essaye. Oui, ouais. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, oui, j'essaye quand je vois un slogan, de me dire tiens, ce slogan, il amène peut-être cette image-là. Oui, c'est pas l'inverse qui se passe. Oui, c'est pas la facilité de faire une photo du slogan en se disant ce qui se passe autour, finalement, c'est advienne que pourra. Il y en a plein des photos comme ça, en fait, où on fait les slogans rigolos, type mai 68, et puis il se passe rien autour de l'image. Donc le but, c'est quand même d'essayer de créer, de faire une photo lisible et agréable à regarder. Enfin, agréable ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui ait un peu de force. Donc j'essaye. Une fois que j'ai vu que le slogan me plaît ou que les trois mots me plaisent, j'essaye de trouver ce qui va au-dessus, quoi. Sinon, de toute façon, je la passerai pas, je la montrerai pas la photo. C'est vrai que des fois, tu as tendance à te focaliser sur le texte sans chercher ce qui va aller autour. Et c'est vrai que le texte peut manger toute l'image, mais c'est que l'image mérite peut-être d'être mangée dans ces circonstances-là. Et le fait que justement tu aies travaillé bien pour que le tout soit cohérent fait que tes images à toi fonctionnent avec ce texte-là, là où les miennes ne fonctionneraient pas forcément. Peut-être bien, et puis après, c'est peut-être devenu aussi une marque de fabrique au final. Et puis, je reviens toujours à ce que je disais, c'est que j'en vis pas de ces photos-là. Donc finalement, quand je tourne autour d'une image, voilà, j'essaie de... En fait, je fais comme je viens des manifestations des années 90, on va dire, que c'était ce que je voulais faire, c'est ce qui m'amusait. En fait, j'ai essayé tout le long de ma carrière de faire des photos sur toutes les grandes manifestations qui ont marqué ma vie, en fait. Alors, j'ai pas pu les faire tout le temps parce qu'il y a le boulot qui permet pas d'être là tout le temps, mais les gilets jaunes de Macron ont clairement été un tournant en termes de photographie. Voilà, quoi. Donc, j'essaye d'avoir les moments clés de chaque année. Alors, ça se voit pas sur le site parce que je les mets pas toutes, mais j'essaye d'aller dans ce sens-là, d'être moins présent. Ça a changé les manifs ou pas ? Ça a beaucoup changé, oui. Ça a beaucoup changé des deux côtés d'ailleurs, enfin de tous les côtés. J'ai participé. C'est là que j'ai croisé Eric Bouvet qui me dit, il me montre du doigt. Et en fait, j'avais oublié le cache objectif sur le boîtier. C'est pas mal comme manière de... sur le pont de je sais plus où, là, qui menait à la gare d'Austerlitz. On était en train de se faire tous nasser. Et pour la manif du 1er mai, là où ils ont arrêté énormément de monde. Ouais. Et ça faisait très longtemps que je n'étais pas retourné en manif parce que justement, j'avais pas eu beaucoup de temps. Et donc, ça a été une des premières... C'était pas Gilets jaunes, je ne sais plus très bien, enfin, c'est une où ça a un peu cartonné. Et là, je me suis rendu compte que effectivement, les forces en présence de tous les côtés avaient changé depuis 20 ans. Ouais. Mon premier déplacement ensuite sur les Gilets jaunes, j'ai dit, oula, j'avais l'impression de me retrouver dans Call of Duty, même du côté photographe, où casque, machin sur les genoux. Moi, j'étais arrivé avec mon boîtier, un gros blouson, parce que s'il prend feu, au moins, tu as le temps de l'enlever. Et puis voilà, quoi, mais même pas de casque. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand j'avais un casque dans les années 90, le jour où je l'ai enlevé, j'ai pris un caillou dans la gueule. Donc j'ai plus de casque depuis. Ça sert à rien. C'est devenu dangereux alors ? Je sais pas si c'est devenu plus dangereux qu'avant, mais c'est peut-être devenu un peu plus dangereux pour les photographes parce que y a une nouvelle arme, le fameux flashball, et en fait on l'entend pas. Donc quand on l'entend, c'est pas bon signe. Ouais. Et quand tu l'entends, c'est trop tard.
Je pense, enfin moi j'ai pas eu, enfin j'en ai pas reçu, je les ai vus arriver, mais quand on voit les photos au moment de l'Arc de Triomphe du gars de l'AFP qui se prend un flashback, bon lui il était à 30 cm du gars, donc bon, ça va lui faire encore plus mal. Mais qui a perdu un œil. Je sais pas si c'est lui qui a perdu un œil ou s'il l'a pris là. Non, c'était République l'œil. Je sais plus, enfin ils sont un certain nombre à s'être fait allumer. Avant, quand on avait un mur derrière, on savait déjà que depuis le mur, il se passait pas grand-chose. Bah là, depuis le mur, aujourd'hui, le mur, il sert à rien. Parce que, en fait, entre les brigades mobiles autour et les CRS, ça navigue dans tous les sens. Donc, il y a plus de logique, en fait. Avant, il y avait une pseudo-logique de travail. Là, ça vient dans tous les coins, donc c'est la faute. Tu sais plus où tu mets les pieds, en fait. Avant, tu avais une notion de ta position par rapport à la foule, enfin aux différentes masses de foule. Maintenant, tu l'as plus du tout. Tu es au milieu et tu sais plus d'où ça va venir, quoi. Tu sais pas d'où ça va venir. Et puis avant, on avait quand même, il y avait des. Enfin, moi, je me souviens que dans les années 90, il y avait des officiers de presse, donc de la police, qui en fait faisaient la liaison entre les différents types de journalistes et les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, alors, ils existent peut-être toujours, j'en sais rien, je les ai pas vus moi. Mais quand il y a des charges de CRS, il n'y a pas intérêt à se trouver au milieu, quoi. Ils sont beaucoup plus discrets, on va dire. Ils sont peut-être plus discrets, mais ils ne protègent plus les journalistes, en fait, alors qu'ils les protégeaient avant. Là, maintenant, il y a autant à craindre des manifestants que de la police, presque. Hein. Enfin, de la police, des forces de l'ordre sur place. Donc ça a changé un petit peu quand même. Pas mal changé, ouais. Dans les épisodes, en général, on parle d'une image en particulier. Dans ton cas, j'en ai retenu une parce que vraiment, mais elle m'a happé, tu sais, harponné. C'est une photo d'un motard qui n'est pas sur sa moto. Alors, tu vois que c'est pour une photographie sportive, je pense que c'est un entre-deux en fait sur un job certainement. Il arrive vers toi, il a une façon de te regarder, il a une corpulence, il a une présence que moi je trouve assez extraordinaire. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de cette image. Comment tu as fait cette photo-là et pourquoi et dans quelles circonstances et qu'est-ce qu'elle exprime? Alors le pourquoi, c'est exactement ce que tu viens de dire en fait, c'est que je suis au bol d'or. Hein. Donc course de 24 heures. Et alors je ne sais plus sur quelle épreuve on est du bol d'or, puisqu'il y avait un certain nombre d'épreuves classiques, anciennes, je ne sais pas quoi. Et je vois débouler ce gars, comme s'il sortait de nulle part. Et je me dis, non mais là c'est pas possible. Entre sa corpulence, le fait qu'il soit totalement débraillé et puis qu'il n'y ait plus de moto, et ça faisait de lui une image particulière. Donc là j'ai pas hésité une seule seconde, quoi. J'ai appuyé et je me suis dit, on verra ce que ça donnera, quoi. Et effectivement, elle a quelque chose de fort parce que on sait pas très bien, on comprend pas tout. Il est pas content. Je pense qu'il a dû se planter ou je sais pas quoi. Enfin, on doit être à la sortie des stands. Tu sens le mec qui s'est éclaté la gueule sur sa moto ou qui a un problème, en tout cas avec, et qui est pas content du tout. Et il sait que je le photographie en plus. Ouais. Hein, donc, il te regarde. Donc j'ai l'œil mauvais, mais elle est surréaliste parce qu'on ne s'attend pas du tout effectivement à avoir ce genre de bonhomme sur ce type d'épreuve. Mais elle est d'autant plus puissante, en plus là je l'ai sous les yeux, qu'elle est finalement pas parfaite par rapport à toutes tes autres photos que j'ai pu voir de toi. Par exemple, tu vois, il y a le type derrière avec la combinaison orange qui attire quand même pas mal l'œil. Il y a un autre qui marche derrière avec une position. Alors, par contre, lui, je trouve qu'il est très cohérent avec l'image, en fait. Mais c'est vrai qu'elle a une puissance, alors qu'elle est presque à part dans ton portfolio, en fait. Ouais, mais elle est pas. En fait, effectivement, c'est une photo de reportage, donc elle n'est pas travaillée. Elle n'est pas travaillée de la même manière que. C'est une photo réactive plutôt que préparée. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune préparation. Je suis sur les stands. Il faut faire très attention parce qu'il y a tout un tas d'endroits où il ne faut pas aller. Il faut faire attention aux motos qui repartent, aux motos qui arrivent. Et lui qui déboule comme ça de nulle part, j'ai 3 photos, je crois, pas plus. Et après, de toute façon, il me rentre dedans. Elle est un peu cadrée, c'est-à-dire que je dis quand même essayer de faire les choses proprement. On voit que tu as l'habitude et que tu as les bons réflexes tout de suite. Là, oui, c'est un peu. Je l'ai senti. Je me suis dit, là, c'est pareil que les autres. Il se passe quelque chose, en fait. Il y a un moment à saisir et tu l'as saisi à cet endroit-là. Alors par contre, il y en a où ça marche pas, hein. On les rate complètement, c'est flou. Celle-là, elle est juste dingue, quoi. C'est franchement, elle m'a sauté aux yeux et c'est marrant parce qu'au départ, j'allais te parler de tes photos dans le train des gens qui dorment.
Parce que je pense que la série est avant aussi cette série-là. Et du coup, j'avais noté ça et je suis tombé sur celle-là. J'ai fait non, je peux pas ne pas lui parler de cette photo-là. Faut que ce soit celle-là. Effectivement, celle des gens qui dorment dans les trains, elles m'ont fait rire. Enfin, elles ont une puissance aussi assez dingue. Mais celle-là, elle est encore au-dessus de tout, quoi. Finalement, des fois, s'il y a des bonnes opportunités qui se présentent, il faut juste savoir les saisir. Ah bah c'est un peu je crois que c'est le job en fait. Hein. Après, ça marche pas tout le temps, mais c'est d'essayer de choper justement tous ces moments un peu particuliers, un peu différents des autres, parce que des photos de moto, qu'elles soient nettes ou floues, dans un virage, tout le monde fait les mêmes. Celui-là, je sais pas. C'est la différence. Alors justement, puisqu'on parle de la différence que tu fais dans tes images, c'est quoi l'image que tu aimerais laisser ? Tu l'as peut-être pas encore faite, tu l'as peut-être déjà faite, il y en a peut-être une qui ressort plus que les autres. Tu sais que quand on est un bon photographe, il reste peu d'images en réalité, on peut en faire des milliers, et souvent il en reste une à 5. Je sais pas, j'ai pas... T'as pas réfléchi encore ? Non, en plus laisser des choses dans le... ça fait pas partie de ma philosophie, vraiment. Je pense qu'elle est pas faite maintenant, peut-être qu'elle est faite, je sais pas. Ça tu t'en fous, tu les fais, tu laisseras les suivants trier ? Je vais laisser les autres se démerder royalement. Ouais. Ça c'est clair. Okay. Alors si on parle plus côté business, c'est quoi aujourd'hui ta source de revenus principale ? Ma source de revenus, elle a toujours été la même. Je suis photographe assimilé journaliste. Donc je suis salarié d'un groupe de presse depuis 25 ans ou 26 ans. Enfin, pas toujours du même, mais je suis salarié. T'es salarié ? Voilà, donc j'ai une... comment on appelle ça déjà ? Une sécurité. Voilà, la sécurité de l'emploi, enfin entre guillemets. Oui. Mais j'ai tous les mois la même somme qui tombe, ce qui permet de voir les choses un peu différemment. Après, voilà, j'ai pas la même approche que peuvent avoir d'autres photographes de presse. J'ai pris celle-là, ça me convient bien. On parlait un petit peu avant d'enregistrer des journalistes qui n'ont pas la chance d'être salariés, qui n'ont pas forcément des revenus fous de leurs images, et du fait qu'il y en a qui ont du mal à faire des compromis nécessaires à gagner sa vie. Et toi, tu me disais que finalement, c'était d'abord ton boulot et après un art. Moi, j'ai chopé toutes les opportunités que j'ai pu avoir. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas... Pendant que j'étais sur les manifs avec tous les jeunes photographes qui rêvaient de devenir le Cartier-Bresson du coin, il y en a qui ont effectivement opté pour le WordPress et qui aujourd'hui les ont, mais qui continuent à bouffer des cailloux. Moi, on m'a proposé de travailler à gauche, à droite, sur différents supports, toujours dans la presse, toujours dans la presse spécialisée. Alors après, ça m'a permis aussi de travailler dans la presse quotidienne aussi, mais les portes qui m'ont été ouvertes, je les ai prises. J'ai absolument pas... T'as pas eu cette considération de pureté de l'art qu'il fallait absolument préserver Non, moi je voulais vivre de la photo, quelle que soit la photo, en fait. Après, je savais que le milieu était dur et qu'on n'allait pas... que ça allait pas si simple que ça. Donc pour l'instant, j'ai dit, bon ben voilà, on me propose ça, je le fais, on me propose ça, je le fais. J'ai dû être pigiste 3 ou 4 ans. J'ai eu plutôt bien ma vie, d'ailleurs, mieux que salarié. Mais salarié, ça tombe tous les mois. Donc ça c'est... Alors après, on s'encroute. Il y a des photos que des gars ont fait que j'aurais jamais faites et que je ne ferai jamais, d'ailleurs. Tu prends peut-être moins de risques aussi quand tu es salarié. C'est ça, ouais. On est moins de risques. Enfin, on les prend moins souvent. Tu es plus en sécurité, donc tu as tendance à moins mettre en jeu cette sécurité, peut-être. C'est ça. Il y a de ça, ouais. Il y a de ça, et c'est pour ça que finalement je retourne peut-être aussi sur les manifs de temps en temps, sur les trucs, parce que pour remettre en cause ce système et essayer de faire des images un peu qui me permettront peut-être dans le sport justement d'ouvrir autre chose, parce qu'en fait je me sers de toutes mes images pour essayer de faire mes photos de sport différemment des autres en fait. Alors je réussis pas toujours mon coup, mais j'ai amené, en fait je me sers de tout, quoi. C'est important, et je pense que c'est la leçon que tout le monde a compris de l'année du Covid. De ne pas faire que des choses qu'on vous commande, en fait. D'essayer de s'épanouir par soi-même aussi et d'essayer de prendre certaines décisions pour soi qui peut-être auront d'autres horizons derrière. Peut-être. Le Covid, je l'ai passé assez facilement, donc ça m'a pas trop posé de problème. 3 mois au chômage ou 2 mois et demi, je sais plus. En plus, tout le monde s'est mis à la course à pied, donc quand tu bosses pour Jogging International, a priori... justement, moi, j'ai pas travaillé. Ah ouais ? Sur le premier confinement, j'ai pas travaillé du tout. Sur le deuxième, très peu. J'ai beaucoup plus travaillé sur le deuxième sur la moto. Mais très peu sur la course à pied en fait. C'est marrant parce que c'était plutôt le créneau porteur des confinements,
la course à Il y a eu pied. des choix éditoriaux différents. Et sur le premier confinement, j'ai passé mes confinements à faire des gâteaux. Donc, très peu de photos. T'as fait des photos des gâteaux ou pas? Non. Non, t'aurais dû. J'ai Non. vu que tu fais de la food un peu quand même. J'en ai, ouais, justement, dans les années de pige, j'ai pas mal travaillé en édition et dans la bouffe et le pinard. Donc en studio, c'était assez sympa. Que aussi, des trucs sympas, que des sujets sympas. Alors, on parlait de ton Instagram qui est extrêmement orienté sport et professionnel, enfin ce que tu vends. Je me demandais si ça te permettait pas d'être un peu plus varié sur ton site personnel, justement. Est-ce que, justement, ta promotion est essentiellement sur les réseaux sociaux pour te laisser la liberté de mettre ce que tu veux sur ton site? Je pense pas que j'ai eu cette réflexion-là. J'ai un peu fait les choses n'importe comment, je vais dire. Mais il fallait séparer effectivement, mon Instagram est devenu très, très professionnel et aujourd'hui, je le conserve tel quel. C'est-à-dire que ça ne concerne que les images que je fais pour les magazines auxquels je collabore. Mon site est devenu peut-être un petit peu plus personnel, mais ça s'est fait un peu n'importe comment, je dirais. Là, ça n'a pas été très réfléchi. La partie la plus réfléchie, ça a été de séparer effectivement le Friday Nude de la partie professionnelle. Ça, c'est clair que c'est la partie la plus importante qui a été réfléchie. Ça a été vraiment une vraie réflexion profonde. Oui, parce que la partie nue ne peut ne pas plaire à tout le monde. Donc il faut quand même ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Donc voilà, il fallait... Justement, pourquoi tu fais cette partie nue? J'ai toujours aimé les femmes. Ouais. Et j'ai toujours adoré en fait la nudité au lever du jour, enfin le matin, quoi, Ouais. quand la femme se réveille ou dans sa partie personnelle, mais pas la plus naturelle possible, on va dire. Et pour commencer, ma femme s'est prêtée à ce jeu-là très très rapidement. Et ensuite, j'ai ouvert le champ aux modèles et aux différentes personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu. C'est devenu un vrai sujet dans lequel je me plais, qui est très difficile, mais... T'as une notoriété dans le domaine ou est-ce que ça t'apporte quelque chose professionnellement, entre guillemets, ces photos-là, ou est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'il y a une réflexion professionnelle derrière, en fait, ou est-ce que c'est juste un plaisir de faire les choses et puis finalement ça t'amènera quelque part? Parce que t'anticipes vachement tout, en fait, et du coup, je me demande si ça fait aussi partie des choses que tu anticipes. Alors là, non, oui et non. C'est pas vraiment anticipé parce qu'en fait, je me fais plaisir. J'ai fait 2 séances de nuit à 3 séances de nuit par an. Donc, c'est pas beaucoup. Je tiens à ce que ça le reste pour l'instant. En fait, le but profond, c'est le tirage. C'est toujours la même histoire. C'est de dire cette photo-là, elle est capable d'être tirée en 30-40 ou en plus, en noir et blanc de préférence, et qu'elle soit belle. Je dirais que quand je serai à la retraite, peut-être que je ferai une expo. Voilà, mais on m'a poussé à faire des expos en solo, c'est très très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de temps. Je suis un peu feignant à ce niveau-là. Donc, ça m'apporte pas grand-chose professionnellement. Ça m'apporte une manière de travailler différente. Toujours pareil, comme les autres parties de mon boulot. Et puis, ça me permet aussi de travailler avec tous les anciens procédés que la photographie a pu avoir, ce qui est assez rigolo. T'as des photos à l'argentique aussi. Enfin, tu m'as dit que tu utilises tout, mais il y a quand même des choses très typées argentiques dans ces séries-là. Alors, les séries, en fait, c'est simple, c'est que de l'argentique, sauf celles qui sont faites au Leica numérique. Ça va dépendre de mon humeur du jour. Je vais débouler chez le modèle en sachant pas où je vais. Je vais venir avec un numérique pour la sauvegarde au cas où. Ouais. Si je sais où je vais peut-être venir avec une chambre. Ou un vieux Rolleiflex 6.6. Ça va dépendre du velouté en fait, que je vais vouloir rendre sur l'image, puisque l'argentique permet ça. Ouais. Permet justement de donner une douceur et en même temps très très nette que le numérique ne rend pas et qu'on est obligé de trafiquer pour pouvoir faire croire que c'est de l'argentique en fait, ou lui enlever une partie nette. L'avantage du numérique, c'est que c'est extrêmement souple. Ça demande beaucoup de boulot pour revenir à un résultat de l'argentique qui est bizarrement en recherche. Mais finalement, des fois, j'ai l'impression que c'est trop net en fait. Le numérique est trop net. Il manque des défauts. C'est ça, ouais. De toute façon, moi, les photos floues, ça me dérange pas. Donc c'était bien l'argentique pour ça, on était peinards. Ça avait sur mon côté. Et puis il y avait encore une fois les limitations avec lesquelles on doit composer, on doit se débrouiller pour sortir quelque chose. Oui, et puis le truc pour en revenir au numérique, c'est que de toute façon, maintenant, 4 capteurs numériques, ils font 4 fois la même photo. On prend n'importe quel boîtier argentique, il y a déjà un choix de pellicule dedans.
Entre le fait de choisir sa manière de travailler dessus, il va y avoir un choix de développement, un choix de révélateur et ensuite un choix de papier. Donc au final, ça fait beaucoup de choix pour sortir des autres images en fait. Donc c'est là-dessus, l'argentique, il est imbattable. Oui, déjà, rien que dans tout ça, tu peux pas. C'est beaucoup plus difficile d'avoir 2 fois la même image, quoi. D'avoir des images proches, en tout cas, trop similaires. C'est pas similaire, c'est parce qu'en fait, les miennes sont quand même similaires dans leur traitement. Mais d'avoir un style que le numérique, alors le numérique, on peut avoir des styles différents. Hein. C'est pas, on voit qu'il y a plein de photographes aujourd'hui qui ont des styles, mais ça reste du style Photoshop. Moi, j'ai coupé la poire en deux, je me sers de tout. En fait, de toute façon, je n'ai pas de. Toi, tu fais les photos, tu t'en fous, quoi. Oui, puis jusque-là, je vais même. Parce que si je fais une photo avec un numérique, je vais peut-être même pousser le vice en fait à transformer la photo en internégatif, la faire tirer en grand format sur un transparent pour pouvoir en fait l'amener après sur un cyanotype ou sur un Van Dyck ou un truc datant du siècle dernier, enfin d'il y a du siècle. La retouche, mais poussée à son extrême en fait. Non, je pense que c'est plutôt ça va utiliser tous les systèmes en fait, tout ce qui a été créé jusqu'à aujourd'hui. Et mon argentique n'est pas vraiment de l'argentique parce qu'en fait j'ai horreur de la chambre noire, donc je choisis mes films, je choisis mon révélateur, je fais mes propres développements en machine à la maison et après je scanne. Et en fait les tirages c'est des tirages jet d'encre, c'est pas des tirages parce que ça me saoule de faire du tirage photo, du vrai tirage photo. J'ai horreur de la chambre noire. Donc tu fais des compromis, Ouais, c'est pas des compromis, mais c'est des compromis. C'est des compromis. Ouais. Par contre, ça m'empêche pas après si je me dis cette image-là, il y a un mec qui la veut en papier barité machin, je vais la filer à un tireur pro et puis il va se démerder avec. Ouais, c'est son boulot, c'est pas D'accord, bien. c'est juste le but, c'est de te faciliter la vie, c'est pas d'aller chercher à tout prix quelque chose, quoi. C'est les deux en fait, c'est d'aller chercher à tout prix quelque chose en me facilitant la vie, finalement. J'arrive au même résultat aujourd'hui. Alors que si demain je me retrouve avec mon agrandisseur, le résultat il sera catastrophique. Donc c'est une manière de maîtriser ton travail. Je maîtrise mon travail. Je maîtrise toute ma chaîne en fait. Et après, pour rigoler, on les met au soleil. Je mets du vin dans la chimie pour voir ce que ça donne, du thé. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont rigolotes à faire en argentique. Expérimente, ouais. Mais qui peuvent venir du numérique. Donc il y a plus de. En fait, on n'a plus de limites. C'est le bon côté des choses, c'est qu'on peut se servir de tout. Tout est facilité. C'est pas facilité, hein. C'est accessible. Oui, mais l'accès est plus facile. Disons-le plus comme ça. Dernière question de ce côté business, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui et combien de temps t'as mis? Comme longtemps été salarié, j'ai l'impression que ça a été plus ou moins immédiat. Ouais, après voilà, j'ai eu 2-3 augmentations dans ma carrière, c'est pas folichon, mais je vis correctement. Après, je peux pas vivre à Paris, donc j'ai pas un salaire mirobolant, mais j'en vis, donc ça me suffit pour vivre. T'es bien. Je suis bien, je suis pas propriétaire de mes boîtiers. Donc, je serais propriétaire de mes boîtiers, je pense que ce serait plus compliqué pour vivre. Ouais. Ce sont les éditions qui sont propriétaires des boîtiers. Après, moi, j'en ai un moi, mais Oui. c'est des vieux trucs que j'achète à gauche, à droite. Oui, t'es pas obligé de renouveler ton matériel tous les 2 ans par des trucs flambant neufs à 10 000 balles pièce, quoi. Non, mais par contre, c'est vrai que toutes les boîtes avec qui j'ai bossé, ils m'ont jamais renouvelé le matos tous les 2 ans. Hein. C'est plutôt une tendance à renouveler tous les 10 ans. Donc, ce qui fait qu'on va arriver même à avoir des différences entre les différents numériques avec lesquels on travaillait, quoi. Okay. Tellement il y avait des écarts de génération. Après, c'est de la gestion d'entreprise, mais c'est vrai que quand c'est pour toi, tu as tendance à faire attention à ton matériel beaucoup plus aussi parce que tu es responsable. Ah, le matériel, j'y fais très attention, même si il est usé à mourir, mais j'y fais très très attention, même si c'est pas le mien. Bah, c'est surtout si t'as pas le lien d'ailleurs. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils te gardent, c'est que tu arrives à garder le matériel suffisamment longtemps. Je sais pas si ça doit certainement faire partie de leur calcul, mais... Tu connais ce test c'est un ami à moi qui m'a raconté ça à l'époque où il était jeune, il travaillait dans les studios photo, donc ça il y a une quarantaine d'années. Le test, en fait, quand tu recrutais un assistant sur un studio, tu lui donnais un câble à enrouler. Et en fonction de la manière dont il l'enroulait, tu savais tout de suite s'il allait faire attention ou pas attention. Et si tu pouvais l'engager ou pas. Non, je ne connaissais pas ce test-là, mais je sais qu'on m'a pourri la vie avec les câbles de... En fait, si tu as un câble, tu peux très bien l'enrouler ou très mal l'enrouler, ça définit sa durée de vie. Ouais. Et du coup, c'est une bonne façon de voir si tu es face à quelqu'un de soigneux ou pas. Moi, c'est un truc que je fais régulièrement. D'accord. Si je dois engager quelqu'un, justement, je vais lui mettre un câble dans les mains pour voir. Et puis j'en ai plein des câbles, tu vois, il y en a devant. Et justement, je vois comment le câble est rangé derrière ou pas. Et ça montre effectivement beaucoup de choses.
On arrive à la conclusion de l'épisode. La première question de la conclusion, c'est quel est le pire moment de ta carrière? J'en ai pas eu beaucoup, on va dire peut-être 2, le jour où j'ai justement pris un caillou sur la tête, mais bon, j'étais face à la salpêtrière, donc ça a été assez vite. Et un grand moment de solitude, c'est d'arriver sur un meeting d'athlétisme et d'avoir oublié toutes les cartes. Pas une seule carte dans les appareils. Et donc d'avoir été obligé d'aller voir tous les photographes pour leur piquer une carte. Enfin, leur piquer. Emprunter une carte et passer pour le dernier des cons. C'était assez drôle. Ça arrive à beaucoup de monde. Hein. Cette histoire-là, elle est plus courante qu'on ne le croit. Personne ne veut l'avouer, mais on l'a tous vécu un jour ou l'autre. Moi, je suis arrivé, c'est un de mes premiers jobs avec une carte toute neuve qui marchait pas. Voilà. Et là, tu te retrouves comme un con et tu te retrouves à shooter avec une carte miniature qui était celle qu'on t'avait filée avec ton appareil photo dans le kit, et tu te retrouves à shooter en JPEG parce que t'as pas la place d'avoir des RAW. Voilà. Et t'apprends la vie comme ça aussi. Ça fait partie des trucs. Mais sauf que ça, je l'ai fait il y a pas longtemps. Moi. Enfin, mais bon. Ouais. Non, mais on a tous fait des erreurs débiles comme ça, et moi, j'ai tendance à plus en avoir honte. Par opposition, le meilleur moment de ta carrière? Ouais, j'en ai pas. Non. Bon. C'est égal. Ouais, c'est pas de. Même pas le motard qui marche vers toi avec tout débraillé? Non, parce qu'à la limite, je sais même pas si j'aurais choisi cette image-là, personnellement. Ah ouais. Et c'est vrai elle a un vrai sens. Elle a une présence. Une vraie présence dans ce truc-là, mais je lis pas les photos de la même manière que les autres, donc j'ai toujours un problème pour faire mes editing. Tu te dis pas, putain, j'ai eu ma meilleure photo de l'année quand t'as fait une certaine photo? Quand je me dis ça, généralement, elle plaît pas. Et celles qui plaisent, je regarde les gens et je leur dis c'est celle-là qui vous plaît. Donc je fais assez attention à ça. Donc je pense que je suis très mauvais pour choisir mes images. Donc j'y fais assez attention au final. Et je laisse souvent les autres décider pour le choix final. Ouais. Parce que celles qui me plaisent vraiment, généralement les gens les aiment pas. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui se... Ah, peut-être dans quelques années, cet editing-là aura une deuxième vie, tu sais pas? Peut-être, oui, peut-être. Après, il faut voir sur la durée. Quand c'est plus du boulot, c'est autre chose. Si elles se ressemblent toutes après sur une série, c'est plus pareil dès qu'il y a une série. Dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais comme invité pour un prochain épisode? Fabien Dettori. Qui est? Photographe de mode. Enfin. Tu le connais ou pas? Oui, je le connais. Ouais. D'accord, tu peux me le présenter alors? Ouais. Aujourd'hui, il est censé travailler en Polaroid avec des apports de feuilles d'or, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est un ancien... c'est l'ancien assistant de Dominique Isserman et qui a, à mes yeux, une façon de poser la lumière très particulière. Je vais aller regarder ça d'un petit peu plus près, puis on va faire la mise en relation pour l'inviter dans un prochain épisode. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les gens qui veulent voir ton travail peuvent te retrouver? Sur ton site internet? Sur le site internet, oui. Instagram aussi. Alors, mon site, ça doit être www.vincentlicky.com, si je ne me trompe pas. Licky, L-Y-K-Y, et tout attaché. Voilà, comme ça, parce que j'ai fait l'erreur. Quand j'ai cherché, j'avais mis des I partout. Ah, sans les I, ça marche. Oui, avec les I, ça marche pas. Avec les I, ça marche pas bien. Ça marche beaucoup moins bien, bizarrement. Et pareil sur Instagram, c'est Vincent. En tapant Vincent Licky, ça tombe aussi. On va trouver. Je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes d'épisode. Un grand merci, Vincent. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup en termes de visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.